Bonjour et bienvenue dans la semaine de l'écho. Fin du bipartisme, poussée des populismes mais aussi des Verts et de l'alliance des démocrates et des libéraux. Les élections européennes ont bien bousculé les équilibres politiques. Dans ce nouveau paysage plus fragmenté, les groupes parlementaires devront s'entendre et réaliser des compromis pour faire passer leurs réformes. Quelles conséquences sur la politique économique de l'UE? Faut-il s'attendre à un sursaut vert et ou social? L'Europe résistera-t-elle face aux risques populistes? On en parle tout de suite avec mes invités. Catherine Mathieu, économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques, spécialiste du Royaume-Uni, et Jérôme Dubu, conseiller de Paris, La République En Marche. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Mais avant cela, direction Bruxelles, où nous retrouvons notre correspondante, Johanna Holstein. Johanna, les 28 ont entamé les discussions pour choisir les candidats au plus haut poste de l'Union. Où en sont les tractations à l'heure où nous parlons? Alors clairement, le grand mercato a commencé pour savoir qui occupera la présidence des principales institutions européennes, à savoir la Commission européenne, le Parlement européen, le Conseil européen et le Service européen d'action extérieure, cette sorte de grand ministère européen des affaires étrangères. Le poste le plus convoité ici, c'est celui de président de la Commission européenne parce que c'est l'organe législatif de l'Union européenne. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, il y a 4 noms qui circulent ici. Celui de Manfred Weber, l'Allemand, qui porte les couleurs de la droite européenne, le Parti populaire européen, parti qui a remporté les élections européennes. Manfred Weber, qui est soutenu par la chancelière allemande, Angela Merkel, mais dont le français Emmanuel Macron ne veut pas assez charismatique, pas assez d'expérience politique. On parle aussi de Frans Timmermans, le néerlandais, qui a porté lui les couleurs des socialistes européens, un homme très expérimenté, un grand orateur qui parle 7 langues, mais un peu trop technocrate. Et puis, il y a le nom de Margrethe Vestager, la danoise, la seule femme dans cette course, celle qui s'est fait connaître pour avoir infligé des lourdes amendes aux géants du numérique. Dernier nom qui est cité ici à Bruxelles, le français Michel Barnier, très apprécié pour sa gestion du Brexit, mais il a un handicap, son âge. Michel Barnier qui a 68 ans. Alors oui, les tractations vont se poursuivre jusqu'au 20 et 21 juin, date du prochain sommet européen, date à laquelle les chefs d'État et de gouvernement ont promis de faire davantage de clarté sur ces nominations. Alors Johanna, cette recomposition en cours peut-elle infléchir les orientations économiques de l'Union européenne, les rendre plus vertes, plus sociales? Alors, ce qui est sûr, c'est que clairement, ce sont les écologistes et les centristes qui ont gagné ces élections européennes. Les centristes qui devraient remporter une 40aine de sièges supplémentaires dans le prochain hémicycle, qui devraient donc devenir la 3e force politique au Parlement européen. Les écologistes qui ont surfé sur la vague verte, sur l'effet Greta Thunberg et qui, eux, devraient gagner 20 sièges supplémentaires au Parlement européen. Le Parti populaire européen, la droite européenne et les socialistes n'ont donc plus une majorité absolue. Ils vont devoir composer avec ces deux faiseurs de roi, les écologistes et les centristes. Et ils l'ont dit, plus que le nom du futur président de la Commission européenne, ce qui est important pour eux, c'est le contenu du programme du futur exécutif. Et donc oui, ils comptent bien imposer leurs priorités et leur agenda pour les 5 prochaines années. Merci beaucoup, Johanna Holstein. Donc on entendait effectivement ces nouveaux faiseurs de roi, Jérôme Dubu. Est-ce que cela peut remettre en cause la politique menée jusqu'alors? On a beaucoup entendu pendant ces élections, on a beaucoup entendu des critiques vis-à-vis d'une Europe trop libérale, trop limitée à un marché dans lequel les États se font concurrence les uns et les autres. Est-ce que, en ce qui vous concerne, vous considérez cela, vous êtes de La République En Marche, comme une sanction? Non, je crois que ça n'a pas été une sanction. D'ailleurs, ces élections européennes ont vu un taux de participation inédit. Partout, sauf en Angleterre, on en parlait tout à l'heure, mais partout, on a dépassé des taux de 50% qui sont des bons taux de participation, ce qui n'était pas du tout gagné. Et la République En Marche est arrivée juste deuxième. Absolument, derrière le Rassemblement national. Comment vous interprétez ça? Un point derrière le Rassemblement national. Je crois que d'abord, nous n'avions aucun sortant. Donc c'était une première pour nous, puisque La République En Marche en 2014 n'existait pas, par définition. Un nouveau parti. C'est un nouveau parti qui a été créé en 2017. C'est parti du président, de la majorité présidentielle, qui arrive deuxième, un point derrière. On s'en sort pas si mal que ça. Moi, j'aurais tout de suite signé si on m'avait dit ça. Après 8 mois de crise des Gilets jaunes, et puis 2 ans de pouvoir dans des conditions extrêmement difficiles. Je crois que c'est un résultat qui est pas mal. Mais pour en revenir aux équilibres européens,
européen, effectivement, c'est la première fois depuis 1979 que les deux grandes formations politiques, le PPE, donc les conservateurs, et les socialistes, n'ont plus la majorité absolue à eux deux. Ça veut dire quoi? Plus de compromis? Ça va être compliqué, encore plus compliqué de réformer? Alors, le Parlement européen, il fonctionne déjà avec beaucoup de compromis. Déjà. Beaucoup de consensus, c'est pas du tout le fonctionnement d'un Parlement national où vous avez une opposition, une majorité, et puis vous passez quelques amendements de l'opposition de temps en temps quand ça vous fait plaisir, mais en réalité, il n'y a pas beaucoup de pouvoir de la part de l'opposition. Là, c'est complètement différent. C'est-à-dire qu'en permanence, il faut trouver des consensus, c'est ce qui s'était passé, et c'est ce que les citoyens, malheureusement, condamnent un petit peu aussi, puisque en réalité, la critique majeure, c'était que cette Union européenne était relativement impuissante. En tout cas, les citoyens n'en voyaient pas les conséquences techniques et pratiques dans leur vie quotidienne. Bon, j'espère que ça va changer. Alors, il y a un dossier précisément sur lequel qu'on a beaucoup entendu pendant la campagne. C'était une proposition qu'on a retrouvée dans plusieurs partis, notamment dans La République En Marche, celui d'instaurer un SMIC européen avec plusieurs variantes. En l'occurrence, pour ce qui est de La République En Marche, il prévoyait au moins 50% du salaire médian dans chaque pays de l'Union européenne. Est-ce que c'est un dossier qui a des chances d'avancer avec cette recomposition ? Oui, je crois que c'est un dossier qui a des chances d'avancer, puisque les Verts y sont plutôt favorables. Évidemment, les libéraux, démocrates progressistes, où siégeront les 22 et bientôt 23 députés de La République En Marche aussi. Et je crois que les sociodémocrates également. Donc, il y a une chance de pouvoir faire passer cette mesure, effectivement. Vous êtes d'accord, Catherine Mathieu? On sait qu'il y a beaucoup de réticences, notamment des pays de l'Est, où parfois les SMIC n'existent même pas. Oui, cette question du salaire minimum est en fait assez compliquée parce qu'aujourd'hui, il y a 22 pays de l'Union européenne qui ont déjà un salaire minimum. Alors, selon les partis, pendant la campagne, on a vu que certains partis souhaitaient la mise en place d'un salaire minimum de 60% du salaire médian, salaire minimum de 60% du salaire médian de chaque pays, bien le préciser. Donc avec des salaires effectivement de niveau qui resteraient très différents selon les pays de l'Union européenne et leur niveau de développement respectif. Certains souhaitaient des niveaux de salaire minimum plus élevés, allant jusqu'à 75% du salaire médian, ou même étant sur des nombres absolus de 1 800 € par mois. Donc il y a beaucoup de propositions qui ont été mises en place. Alors la question du salaire minimum, moi je pense que c'est effectivement bien qu'on en discute à l'échelle européenne et qu'on dise qu'il faut au moins... C'est un dossier concret. C'est un dossier concret, effectivement, de dire par exemple qu'un salaire minimum soit d'au moins 60% du salaire médian dans chaque pays, ça me paraît être une bonne base. Je ne sais pas si c'est le dossier qui va avancer le plus rapidement. Dans tous les sujets qui sont sur la table et qui vont être sur la table au niveau du Parlement européen, ce sera peut-être un des sujets les moins difficiles. Enfin, en tout cas, il y a un autre dossier chaud à 28 ou à 27, c'est celui du Brexit. On a vu qu'il a coûté cher, en tout cas aux conservateurs. Il a également montré la poussée du parti pro-Brexit, Nigel Farage. Est-ce que ces députés qui sont un petit peu en stand-by, est-ce qu'ils vont s'impliquer à la fois sur le budget européen qui sera proposé à l'automne? Est-ce qu'ils vont s'impliquer dans la politique de l'Union européenne qu'ils souhaitent quitter? Bien, comme vous le savez, ces élections européennes sont très particulières pour le Royaume-Uni qui aurait dû sortir de l'Union européenne en principe en mars dernier et donc ne pas avoir à présenter de candidat aux élections européennes. Alors aujourd'hui, on est dans la situation où le Royaume-Uni sera dans l'Union européenne en principe jusqu'au 31 octobre. Mais pourrait rester plus longtemps. Si on se place dans le cas où le Royaume-Uni sort effectivement de l'Union européenne avant le 31 octobre, je pense que les parlementaires britanniques ne diront pas grand-chose au niveau du Parlement, qui se réunira en fait pour la première fois début juillet. Mais si le Royaume-Uni, finalement, ne sort pas de l'Union européenne le 31 octobre, et que le délai est repoussé, peut-être de façon assez longue, à ce moment-là, on a du mal à imaginer comment les députés britanniques qui ont été élus resteront sans rien dire pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Absolument. Et il faudra, si le Royaume-Uni en particulier reste dans l'Union européenne, qu'il continue à contribuer au budget européen. Donc ce sera normal que les députés britanniques disent ce qu'ils pensent. Et effectivement, aujourd'hui, avec le résultat des élections britanniques pour le Parlement européen, on a une forte représentation des députés qui sont en faveur du Brexit, donc le fameux parti du Brexit qui vient d'être mis en place par Nigel Farage. Et Farage a toujours été opposé à ce que le Royaume-Uni contribue au budget de l'Union européenne. Donc ça pourrait effectivement annoncer
des débats. C'est fait partie du paradoxe, effectivement. Alors, on va rester sur ces règles budgétaires qui ont été parfois critiquées, jugées trop austères, trop rigoureuses, trop douloureuses parfois pour certains États. On pense à la Grèce, mais là, en l'occurrence, c'est un pays, c'est la troisième économie de l'Union européenne, c'est l'Italie. On a vu que les hostilités ont démarré cette semaine entre la Commission européenne et le gouvernement de Matteo Salvini, qui souhaite s'affranchir de ces règles, avec le risque de devoir payer une amende, des sanctions financières jusqu'à 3 milliards d'euros. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter, sachant qu'outre ces sanctions de la part de la Commission européenne, l'Italie peut s'exposer aux sanctions des marchés qui sont beaucoup plus douloureuses? Alors, j'allais dire très rapidement. Que très longtemps, ça a été une règle qui n'a jamais été respectée. La France elle-même a eu des déficits de 5-6%, Ce n'est plus le cas aujourd'hui. 7%. Il n'y a jamais eu de sanctions. Il n'y a jamais eu de sanctions. Je me souviens du quinquennat de François Hollande. On nous avait dit on va revenir à 3, voire à moins de 3% de déficit budgétaire. Finalement, on n'y est pas arrivé. Et à chaque fois, on allait dire à Bruxelles, écoutez, encore un instant, monsieur le bourreau, on obtenait des délais supplémentaires. On ne va pas vous couper la tête tout de suite. Bon, je crois que ça a un peu changé. Je crois d'ailleurs que Salvini est en train de réaliser qu'il n'aura pas beaucoup de liberté et qu'il est en train de revoir ses perspectives budgétaires. Alors l'Italie a un taux d'endettement qui est l'un des plus élevés de l'Europe, devant la France, puisqu'ils sont à plus de 100% du PIB. Et donc, ils auront la sanction des marchés de toute façon, si ça n'est pas celle de Bruxelles. Très brièvement. Très brièvement, ces règles budgétaires de l'Union européenne n'ont pas de sens sur le plan économique. Cette règle de 3% de déficit ou de 60% pour la dette du PIB n'ont pas de sens. Donc, on a depuis des années à l'intérieur de l'Union européenne et plus particulièrement à l'intérieur de la zone euro essayé les uns et les autres de respecter ces fameux critères de Maastricht. La crise financière de 2008 a fait que, avec la chute de la croissance, on a eu une forte chute des recettes fiscales et un creusement des déficits. Et vraiment appliquer cette règle de 3% du déficit, ça n'avait vraiment pas de sens. Aujourd'hui, l'Italie se trouve dans une situation où elle a une très faible croissance et lui demander de respecter cette règle alors que la première chose qu'il faudrait à l'Italie, c'est de la croissance, ça me paraît un petit peu difficile sur le plan économique. Merci beaucoup. C'est sur cet avis que nous arrêterons cette première partie. Restez avec nous. Dans quelques instants, nous parlerons des grandes manœuvres dans l'automobile. Restez avec nous.